Et bonsoir les amis. Petit changement d'heure pour ce nouvel épisode de UFO 2020. Nous sommes samedi 25 avril 2020. Il est 18 h. Et j'ai hâte de retrouver mon partenaire Nicolas Augusto pour ce nouveau numéro de UFO 2020. Alors, vous avez été particulièrement nombreux à suivre le précédent épisode. On abordait avec Nicolas le thème de la spiritualité et toujours lié à l'ufologie, à ces présences du monde invisible. Et pour ce nouveau numéro, on a choisi un thème qui est une proposition de Nicolas. C'est fantômes et légendes. Alors, on va quand même se focaliser sur la France, parce que la France est un territoire et un pays qui compte de nombreuses histoires. Et Nicolas va en choisir quelques-unes ce soir. Alors, pour garder les bonnes habitudes, j'ai sélectionné un film qui a eu pour moi un certain impact par rapport à la construction de ce film qui termine par un twist qui va révéler le contenu de cette histoire. Donc c'est un film de Night Shyamalan et je vous laisse découvrir cet extrait. Cet accident au bout de la rue, Oui. une personne a été écrasée. Ah oui? Une cycliste. Elle a été tuée. Oh mon Dieu, tu la vois? Oui. Où est-elle? Elle est là, à côté de ma fenêtre. Mais tu trembles. Qu'est-ce que... Cole, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé à ta mère de tes relations? Je lui dis pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne me regarde pas comme les autres me regardent. Je veux pas qu'elle le fasse. Je veux pas qu'elle sache. Quoi? Je vois des gens qui sont morts. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Je ne vois rien. Tu es sûr qu'ils sont là? Quelquefois, ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ouais. Ce sont eux. Quand ils se mettent en colère, ils gèlent tout d'un coup. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Faites-les partir, je vous en supplie. C'est pour ça que je suis là. Salut Nicolas. Est-ce que tu as vu ce film? Je pense que oui. Salut Gilles, bonjour à tous. Bien sûr, c'est probablement un des films, le film américain par excellence du genre, on va dire. Alors j'aime beaucoup ce réalisateur. Donc Night Shyamalan. Je sais pas si je prononce bien le nom. Puisque en fait il a écrit, moi j'ai beaucoup aimé tous les scénarios de ses films. Il a écrit aussi sur un petit peu sur les phénomènes de crop circle, de l'ufologie, avec ça s'appelait Signs, c'est ça, les signes, les signes. Ouais. Il a écrit aussi Le Village, qui était toujours sur le même principe. Hein. Il faut attendre en fait la fin du film avec le twist révélateur, qui est très fort dans le sixième sens. On ne le dévoilera pas, on va pas spoiler pour ceux qui ont pas vu ce film. Alors, écoute, ce soir, donc j'ai préparé mon kéfir de fruits, tu vois. J'ai mon seau de popcorn. J'ai mon petit seau de popcorn là à côté. Alors, je te laisse faire le boulot parce que tu vas nous raconter des histoires alors ce soir, c'est ça? Parce qu'on a défini le thème il y a 3-4 heures en fait. C'est ça, à peu près. Voilà, mais c'est bien de garder la spontanéité, c'est-à-dire qu'on travaille très très peu nos lives, mais j'aime bien cette spontanéité et puis j'aime le thème que tu as proposé. Fantômes et histoire et légende de France, parce qu'en France, il y a quand même, c'est une terre quand même qui est assez fertile, hein.
toi qui l'as sillonné avec Mariana, avec le camion, voilà, et puis qui allait nous faire visiter tous les châteaux hantés, les châteaux de France. Donc c'est une terre propice pour ça, la France? Ah ben écoute, oui, on est tous les deux en plus amoureux de l'histoire de la France. Tu vois, ces châteaux, ces abbayes, il y en a partout. Je crois qu'on a plus de 10 000 châteaux référencés sur le territoire français, ce qui en fait l'un des territoires qui est le plus représentatif de l'époque du Moyen Âge. Alors bien évidemment, on a nos voisins tout de même. On va pas minimiser l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, mais la France jouit d'un patrimoine exceptionnel de ce point de vue-là. Et forcément, 10-15 siècles en arrière, dit forcément légende. Forcément histoire macabre, parce que le Moyen-Âge, à mon sens, n'a pas été aussi sombre que ce que l'on dépeint dans les livres scolaires. Ouais. Mais il a quand même été rude. Il a quand même eu des parties assez violentes, et je pense notamment à la partie de l'Inquisition, qui a quand même été source de violence, qui a mené justement à tout un ensemble de légendes qu'on retrouve dans tous ces châteaux. Donc ça date de cette époque-là. Donc ouais. Plus ou moins. Je te dirais qu'on a du 8e au 17e siècle. Donc tu vois, 10 siècles de légendes, certaines qui sont connues, d'autres le sont moins, mais qui sont encore dans des dizaines et des dizaines, des centaines d'ouvrages en France. On a vraiment un lexique d'ouvrages fantastiques sur le sujet. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais, quoi. Ça peut amener à des destinations de vacances. Ben parce qu'on s'est dit, de toute façon, on va pas pouvoir sortir du territoire. Donc, on va rester ici en France. Ouais. Alors, on est pas mal lotis quand même. Il faut savoir que la France, donc, c'est le premier pays touristique quasiment au monde. Hein, soyons chauvins. Ouais. Donc voilà, pour une fois qu'on peut avoir quelque chose. Elle va être réservée, la France, elle va être réservée aux Français. Donc, on va avoir la France à nous. Et c'est vrai que lorsque, tu vois, j'ai fait des show-conférences un petit peu partout, j'ai découvert plein de régions. Et c'est vrai que c'est ce qui fait vraiment le point fort de notre pays, c'est cette authenticité, cette antériorité, toute cette histoire, en fait, qui en font un pays extrêmement prisé. Et les Américains, en fait, voient la France vraiment comme un beau pays, riche au niveau culturel, avec des petites maisons, des châteaux, voilà, tous les châteaux des rois de France. Ouais. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, on a un petit peu tendance à l'oublier. Alors la France a eu quand même, je dirais, un regain d'intérêt avec le Da Vinci Code, avec donc toute cette histoire liée donc voilà au Saint Graal. Est-ce que toutes ces histoires sont liées? Est-ce qu'il y a beaucoup de liens par rapport à la religion? Alors oui, oui, bien évidemment. Tu as entièrement raison de le mentionner. J'ai tendance des fois un petit peu à l'oublier, mais la religion catholique donne naissance, en fait, c'est le terreau des légendes. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a tout un cursus historique qui a mené à des batailles entre des familles. En France, le pays a quand même été fracturé, séparé, plusieurs fois d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue des familles, on va dire des seigneurs. Donc il y a eu ces combats qui ont mené forcément à des histoires et à des légendes. Premier point. Le deuxième point, l'idée des fantômes qui reviennent à la vie est imprégnée forcément de religion et de spiritualité. Il faut savoir qu'on est à l'époque moins, je dirais, on est plus enclin à accepter l'idée fantomatique qu'on ne l'est aujourd'hui, d'un point de vue religieux. Hein, je dis bien, je parle pas sociétal. Ouais. Et puis troisième point, il y a aussi une forme. Alors, je vais faire attention aux mots que je choisis. Il y a une forme de violence conjugale qui est réelle à l'époque, qui est, à mon sens, en tout cas beaucoup moins aujourd'hui. On en fait tout un. Je pense qu'il y aurait un débat sur ça où je partage pas forcément les idées générales. Mais à l'époque, il faut savoir que l'homme a le droit de vie et de mort sur sa compagne. Et on a énormément de légendes où ces femmes reviennent hanter leur mari, se venger soit d'un adultère,
soit d'une violence. Par exemple, un mari a acheté son épouse, je te dis par exemple Marguerite de Fumel, il l'a jetée par-dessus les remparts et elle est morte en s'écrasant en bas. Mais ce genre d'histoire est globalement très fréquente. Répandu, Très ouais. fréquente. Ouais. Très répandue. Moi, j'ai en tête ce qui me vient, c'est la Dame Blanche. Oui, Ça, non tout à fait. Oui, oui. Euh, Alors la Dame Blanche, c'est une représentation graphique et spirituelle et religieuse à la fois. Graphique parce que on émet l'idée que le fantôme peut être blanc. ouais. Et donc du coup avec Dame Blanche ça s'y attache. Et puis peut-être aussi spirituelle et religieuse parce que derrière cette idée de Dame Blanche, il y a une idée vengeresque de ce personnage féminin qui revient inlassablement hanter les pèlerins qui passent dans la bâtisse, essentiellement masculins. Donc il y a ces choses-là. Et ça, moi, ça m'a totalement. Ouais. Je suis tombé amoureux de ça, Gilles. Hein. Je veux pas te cacher. Oui, oui, je veux bien te croire, parce qu'il y a de belles histoires, même dans la religion, Oui. en fait, l'apparition même de la Sainte Vierge. L'apparition Tout de à la fait. Sainte Vierge. Nous, on est voilà près de la Sainte Baume, c'est près de Marseille. Il y a tout un environnement qui peut être propice à ce type de légende, si on peut appeler ça une légende. Pour toi, l'apparition de la Sainte Vierge, ça rentre dans cette Ça rentre. dans cette typologie. Alors ça rentre dans une cette apparition oui. quand même, une apparition, Tout à fait. une matérialisation d'une femme. Bien sûr, elle rentre dans cette catégorie d'apparition. Après, je te dirais que dans la catégorie apparition, il y aurait différentes catégories, des sous-catégories, qui pourraient être les femmes blanches autostoppeuses. Ah bon, c'est une catégorie, les femmes blanches qui font de l'autostop. Ouais. Oui, c'est plutôt une catégorie parce que tu as Ok. tout un ensemble de témoignages. En fait, les catégories se créent en fonction des témoignages. Oui. Et tu as les autostoppeuses, les dames blanches dites traditionnelles, celles des châteaux, abbayes et manoirs, Ouais. qui ont une tel type d'apparition. Puis après, tu aurais celles qui auraient une connotation religieuse. Je pense par exemple effectivement à Lourdes ou à certaines petites villes de France où près d'une église on a vu revenir le fantôme d'un saint ou d'une sainte revenir inlassablement pour telle ou telle raison liée toujours à un fait historique. C'est-à-dire que chaque légende ne surgit pas comme ça, elles sont rattachées à un fait historique. Hein. Okay. Soit parce qu'il y a eu une bataille dramatique, soit parce qu'il y a eu effectivement un homicide. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours histoire, mort et... Alors, c'est quoi les histoires qui te viennent là, que tu pourrais nous partager, celles qui t'ont le plus passionné ou impressionné ou touché? Alors, il y en a beaucoup. Je vais pas utiliser, bien évidemment, pour certains, les prénoms et tout ça, parce que certains sont encore des dossiers ouverts où les témoins demandent l'anonymat. Ah, ok. D'accord. Il y a des histoires qui sont quand même contemporaines. Oui, il y en a contemporains. Moi, je reçois encore toutes les semaines des demandes d'enquête, des demandes, des questions sur tel ou tel sujet. Oui, bien évidemment. Après, c'est un petit peu similaire aux ovnis, c'est-à-dire que sur 100 demandes, il y en a peut-être entre 4 et 5% qui sont des cas inexpliqués. Okay. Tout le reste peut trouver une explication assez facilement, mais dont les témoins n'ont pas forcément soit les connaissances, soit l'expertise. Alors, si dans les 4-5% qui sont inexpliqués, et je vais faire un peu mon choix, tu vois, je vais choisir une histoire récente, enfin, voilà, quelque chose d'actuel, ou sur lequel tu as enquêté, ou tu as eu vent, ou tu t'es renseigné et documenté. Alors, actuel. Je vais faire attention parce que, comme je te disais, certaines pourquoi enquêtes, tu veux faire attention? C'est moins dangereux de parler de ça que des ovnis. Là, on raconte juste des histoires, des apparitions. Oui, non, bien évidemment. Ce que je dis juste, c'est que quand ça devient public pour les témoins, c'est dans la majorité des cas quelque chose qui devient négatif. C'est-à-dire que il y a la perte des proches, il y a le stigma social. C'est pas une partie de plaisir pour les témoins de rendre public leurs observations, dans une très grande majorité des cas en France. Alors, faut pas oublier qu'on est extrêmement sceptique, qu'on peut être extrêmement mauvais. Et d'ailleurs, tu le sais quand par exemple, si tu évoques une position
sur les vaccins qui n'est pas en harmonie avec. Ah non, la ne parle générale. pas des vaccins. On a dit qu'on restait cool là. Voilà. Non, mais c'était pour te donner une image. Ouais, il y a des blocages. Et là, il y a des blocages. Alors, tu parles de fantômes, autant te dire que les journaux locaux, en règle générale, en font les choux gras et tournent toujours les histoires Ouais. d'une façon sensationnelle et pour décrédibiliser les témoins. Ouais. Donc, dans des histoires récentes, je vous en raconte une, par exemple, où on avait un homme qui fait l'observation régulière de phénomènes inexpliqués. Alors, ça commence par des frissons, des vertiges, des objets qui disparaissent, ou des rêves, des cauchemars qui sont toujours récurrents, toujours les mêmes, avec cette sensation, bien évidemment, d'être observé. Et puis, donc, ce qui lui est arrivé, c'est qu'en amont, il perd l'un de ses enfants. Donc, il est un petit peu conditionné déjà à imaginer que la perte de l'un de ses enfants va se rattacher, soit liée à ses apparitions. Ok. Bon, il va essayer de rentrer, on va essayer de rentrer en contact avec l'un des défunts qui est rattaché à cet homme. Donc, je transforme volontairement homme, femme et tout comme ça, Okay. Personne ne se reconnaît ou quoi que ce soit. Ok. Et on n'arrive pas forcément à avoir un contact probant, en tout cas qui va dans le sens. Comment tu fais, comment tu prends ce type de contact? Est-ce qu'il faut des accessoires? Est-ce que c'est juste par rapport à une approche mentale? Alors, il y a d'abord une approche très, je dirais, enquête, d'un point de vue enquête. C'est-à-dire que tu as d'abord un rapport avec ton témoin, tout un ensemble de questions pour cibler la personnalité, le comportement, la psychologie de la personne. Et puis après, il y a dans un deuxième temps toute une série d'observations sur place, dans le lieu, sans objet, sans rien. Et essayer de trouver des explications rationnelles. Les bruits, par exemple, il te dit, voilà, régulièrement, la nuit, entre 2 et 5 heures du matin, j'entends des grattements toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'ils sont proches de moi et qu'ils repartent. Donc, ton job, c'est d'aller vérifier une partie de la toiture. Est-ce que tu as pas des mulots? Est-ce que tu as pas des bêtes? Parce qu'on sait que certains animaux nocturnes se réveillent à telle ou telle heure. Ou est-ce que c'est pas un tuyau, par exemple, de canalisation qui, quand il reçoit de l'eau chaude, se met à taper contre le mur. Et ça arrive à des moments très 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 précis, parce que il y a tout un système mécanique une fois que tu connais la chaudière, une fois que tu connais ce genre de choses. Exact, ouais. Voilà, donc tu as toute cette partie que j'estime que beaucoup négligent dans les enquêtes. Nous, ça a toujours été notre fer d'attaque, c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer de façon rationnelle tout de suite tout ce qui est faisable. Et après, dans un second temps, si on n'y arrive pas, on va ouvrir la porte à autre chose. Et là, effectivement, c'est ce que tu me demandais. Là, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Parce que, bien évidemment, les bruits d'une tuyauterie, c'est pas forcément le plus fascinant, je t'avouerai. Et une fois que tu as ça, tu vas installer du matériel dans la maison du témoin. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement le protocole d'enquête. Alors, tu as 5 idées, donc qui sont 5 hypothèses de comment ces entités peuvent se manifester. Alors, la première, c'est soit par la modification des champs électromagnétiques. Je te disais que notre témoin peut avoir des vertiges, des nausées. On sait que dans certains cas, le dérèglement électromagnétique peut amener à ce genre de choses. Donc, la première chose, c'est de vérifier de façon générale l'électricité. Ça, c'est des accessoires, c'est des instruments de mesure, tout comme la géobiologie, j'en ai parlé dans un des lives, de mesurer en fait les champs magnétiques, voir si on reçoit les ondes, les hautes fréquences, les basses fréquences, et ça se mesure. Voilà, c'est le boulot d'électricien, quoi. Voilà. Donc nous, on n'a rien inventé. C'est du matériel d'électricien, d'ingénieur, et que nous avons adapté à nos protocoles. Et ça se trouve, c'est pas facile à utiliser. Attention, parce que ce que je veux dire, c'est facile à utiliser, mais c'est difficile à interpréter. Ok. Et l'idée, c'est d'essayer de savoir si, par exemple, tu as une surcharge électrique, soit qui est liée à ta maison, des nœuds électriques si ta bâtisse elle est ancienne, soit si tu as des poteaux électriques qui passent proche de ta maison, et ça, on l'a vécu. Où tu as des surcharges électriques et effectivement, tu as des nausées. Des charges de la maison. Ouais. Okay. Exactement. Et ça, c'est vraiment pas bon. Alors déjà, c'est vraiment pas bon pour y vivre. Ça, c'est la première chose. Et puis dedans, tu vas avoir l'électricité,
les fréquences radio, et tout ça se vérifie, voir s'il y a déjà des variations. Et si tu as encore des baisses si par exemple la personne a encore des vertiges, ce genre de choses, et que tu as pu expliquer qu'il n'y a absolument rien de naturel ou d'électrique ou ce genre de choses qui modifie le comportement de la personne, là tu peux envisager autre chose, dont les fameux fantômes. Le deuxième point, c'est les températures. Dans 90% des cas, les gens qui observent et qui sont témoins de ce genre d'apparition relatent deux choses. Un grand froid et une chaleur intense qui dure quelques secondes. Tu en avais parlé lors du précédent épisode. C'est en fait cette énergie qui va cristalliser en fait. Exactement. Alors nous, on l'appelle énergie. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce que c'est. Et là, tu peux mesurer donc des différences de température, mais il faut qu'il y ait observation. Quoi. Il faut qu'il y ait, exactement. Alors c'est là que c'est difficile. Hein. Parce que tu restes des heures. Tu dois rester. Tu restes des heures. Nuit, Nous, une enquête peut durer plusieurs semaines. Ça nous est arrivé de revenir régulièrement chez le témoin. Les épisodes que les gens voient et les documentaires, le minimum pour nous, c'est 48 heures. 2 jours complets, 2 nuits complètes. En dessous, on ne travaille pas en dessous de 48 heures. Ça, c'est les épisodes de RIP. Exactement. C'est ça. Ça, c'est ce que les gens voient sur place. Après, il y a tout ce qui s'est passé en amont, le travail historique, les recherches, les témoignages, ce genre de choses, qui prennent des jours et des jours et des jours. C'est assez fastidieux, mais si tu veux essayer d'être ultra honnête, tu es obligé. Et je vous raconterai justement une histoire qu'on a débunkée, dont on a expliqué une légende mythique de France, mais je vous raconterai ça après. Ok. Tu as donc du coup ces températures, elles se mesurent de deux façons. Soit de deux façons obligatoires, communes. Thermomètre fixe dans toute la bâtisse pour avoir la base des températures de la maison. Parce que sans ça, tu peux pas savoir quelles sont les températures de la maison. Et tu dois le faire en amont, c'est-à-dire que sur plusieurs journées, tu dois avoir la capacité de savoir en temps ensoleillé, en temps pluvieux, avec quelles sont les températures de la bâtisse. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Et puis après, tu as ce qu'on appelle des thermomètres laser qui, eux, ont un pointeur et qui calculent les variations de température en direct grâce justement à leur pointeur laser. Et tu recroises entre les températures fixes, les températures du moment, parce que dans une pièce, il peut faire, par exemple, là, moi je suis contre un mur avec le soleil à l'extérieur, il fait sûrement plus chaud ici, de 1 degré ou voire 1,5 degré, que si je fais 4 mètres un petit peu plus loin dans ma pièce. Et ça, c'est important. Le pointeur laser, là, le thermomètre, en fait, pointeur laser, il va y avoir beaucoup de succès par rapport au Covid. Au Covid. Comme ça, on va pouvoir, tu vois, cibler de loin. En Corée du Sud, ils le font déjà. Et d'ailleurs, c'est utilisé parce que c'est comme une forme de pistolet, en fait. C'est ça. Alors, il faut avoir des thermomètres de très haute qualité pour avoir une précision exceptionnelle. Donc, ce que nous, on en avait quelques-uns. Et eux, d'un point de vue sanitaire, bien évidemment. Après, faire attention parce que les thermomètres laser qu'on peut trouver dans le commerce, c'est pas terrible. Et après, il y a toute la difficulté des revêtements. Parce que là, ça, j'ai ces petits détails, mais quand le pointeur laser touche à un revêtement en verre ou une surface laquée, le laser se perd dans la réfraction. Et donc, du coup, en se perdant dans la réfraction, alors là, pour calculer, c'est très fastidieux. Alors, j'accélère. Troisième point, le son, tout ce qui est sonore. L'univers de la bâtisse est couvert de micros, soit par des caméras avec micros, soit par des dictaphones, pour pouvoir récupérer aussi les sons ambiants et récupérer toutes les anomalies. Alors, c'est toute la difficulté. Les anomalies, comment on enregistre ce genre de choses? Bruit blanc, qui est soit généré par un robinet d'eau en continu, soit par un ventilateur, soit par une télévision en neige. Tu sais, exactement. Et ce bruit blanc permet une stabilité, lorsque tu fais ton enregistrement, de pouvoir détacher les sons dans des fréquences plus basses. Alors là, je vous la fais très courte parce que c'est pas mon métier. Nous, on avait accès à des professionnels du son, des ingé-sons, qui, eux, venaient de la musique, bien évidemment, parce que les ingé-sons viennent de la musique ou du cinéma ou de la télé. Et quand on a amené notre travail, on a eu dans des cas des surprises de leur part. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Où on entend articuler, par exemple, dans une de nos enquêtes à Predjama, ce qui était en Slovénie, où on entend articuler
du slovène dans ce dictaphone, alors qu'on est dans une pièce totalement vide du château, où il n'y a personne dans le château, il y a quasiment globalement personne à 10 km à la ronde, hormis nous. Et personne ne parle cette langue-là, et la fréquence dans laquelle est enregistré cet enregistrement ne fait pas partie des fréquences de la voix humaine. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut mesurer. Tu peux mesurer. Ouais. Quand tu captes ce genre de bruit, je pense que c'est assez rare. Mais c'est quoi ta réaction? T'en as plusieurs. Je vais vous en raconter une qui est pour moi une des plus, celle où j'ai la plus grande réaction, où toute l'équipe a la plus grande réaction. Alors, on est en Italie, 2010-2011, à l'abbaye de Lucedio. L'abbaye de Lucedio a un passé lourd. Elle est entourée d'un cimetière, le cimetière de Darola, qui est un cimetière où les sorcières pratiquaient le sabbat, où il y a eu des vols d'enfants dans la région. Il y a quelque chose de lourd dans la légende de l'abbaye de Lucedio, et que l'abbaye de Lucedio renfermerait le diable. Donc elle a été bâtie quelque part pour protéger. Donc elle a un passé particulier, elle a une légende lourde. Bon. On est dans le cimetière, du moins ce qu'il en reste du cimetière de Darola, et on va en faire l'enregistrement avec nos équipiers d'un son, donc ce qu'on appelle un PVE ou un EVP, phénomène de voix électronique, ou EVP, Electronic Voice Phenomena, en fonction de nos auditeurs s'ils savent, et on entend Dieu n'existe pas. Et c'est une réponse à l'une de nos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le cimetière? Est-ce que il y a une force malveillante? Est-ce qu'il y a une force protectrice? Bref, il y a tout un ensemble de questions qui sont très rigoureuses en fonction du protocole du moment, et on entend Dieu n'existe pas. Alors autant te dire que quand tu mets ton enregistrement, donc 3/4 d'heure après l'enregistrement direct, donc c'est-à-dire que tu reviens au QG, tu vides tes appareils, tu recharges tes batteries avec l'équipe technique, et puis là, nous, on écoute un petit peu ce qu'on enregistre, et là, on entend Dieu n'existe pas. Je te garantis que on a, tu sais, cette montée d'adrénaline où tu as presque les larmes aux yeux, de stress, en fait. Beaucoup avaient la chair de poule, tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et on est tous sceptiques dans notre approche. On n'est pas des ultra croyants. Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je peux pas te dire c'est des fantômes ou pas. Ça s'appelle fantôme dans l'opinion publique, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose. Et donc, du coup, t'entends ce Dieu n'existe pas, on se repasse la bande, Gilles, mais on se repasse la bande. L'un à l'autre. Et globalement, 90% des gens de l'équipe l'entendent. Et il n'y a pas d'influence, parce que quand le premier, je l'écoute, je ne dis rien. Je le donne à un autre. On a des protocoles internes pour pas nous influencer aussi. Mais cela étant dit, et je suis totalement honnête, au bout de plus de la moitié de l'équipe, je dirais qu'on est 8 ou 9 personnes à l'avoir entendu sans nous être influencés. Les 3 derniers ont été influencés parce que notre visage ne pouvait pas cacher ce qu'on avait entendu. La surprise. Donc, je suis totalement honnête avec ça, même si on nous l'a reproché, mais je suis honnête avec ça. Et on réexplique, on essaie de trouver une explication parce qu'on se dit, putain, c'est pas possible, c'est immense. C'est-à-dire que si c'est réel, on prend nos affaires et on se tire, hein, et on refait plus jamais. Tu vois ce que je veux dire? Dieu n'existe pas, tu te casses. C'était en quelle langue? En quelle langue vous l'avez entendu? Dans notre langue. Dans notre langue. Dans votre langue. Dans notre langue. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il est fort probable que ces manifestations influencent notre réel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut les entendre dans diverses langues, pas forcément toujours dans la nôtre, et elles influencent notre réel. Donc ça, on parlait des influences par rapport à la conscience. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, les drogues influencent notre réalité. Ta perception de la conscience est influencée. Bon, je vais pas me perdre là-dedans, sinon on va en parler 2 heures. Mais globalement, c'est toute la difficulté d'essayer de trouver une seule explication parce qu'il y en a pas. Je pense que ça va bien au-delà, et c'est pour ça que quand on a commencé sur les ovnis, je t'ai dit qu'il y avait une transversalité. Parce que là aussi, tu observes les ovnis, c'est pareil. On observe les mouvements qui peuvent pas aujourd'hui être expliqués
dans tout ce qui est apparition dans le paranormal, apparemment. Donc, c'est la même chose. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie transversalité des observations et qu'elles sont liées à notre propre personne. On avait parlé la dernière fois de la perception, toi tu perçois des choses que moi je perçois différemment, mais au-delà de ça, il y a la réalité. C'est-à-dire que nous avons une perception différente de la réalité et cette réalité peut être altérée par tout un ensemble de choses. Je prenais l'exemple des drogues et on avait évoqué les fameuses drogues comme l'ayahuasca, le peyote, qui nous permettent de voyager, comme le disent les Indiens d'Amérique ou l'Amérique latine. Les drogues des chamans, par exemple, pour se mettre dans un état de transe, quoi. Il y a une personne qui plusieurs même, qui nous parle de la forêt de Aokigara. Oui, Aokigara Yokai. Donc c'est c'est ce que j'ai évoqué la semaine dernière. Tu as été là-bas. Ouais, on y est allé. Donc on est les seuls, je dirais, on est les seuls, en tout cas dans le domaine public, avec Mariana. Et ici Japon, Benoît, qui habite au Japon, qui connaît très bien le Japon, qui est avec nous, à l'avoir fait en direct pendant presque 6 heures en fait. Donc c'était vraiment fascinant parce que cette forêt est très particulière. Elle a poussé sur la roche volcanique du mont Fuji. Okay. Et la forêt est morte. C'est ce qu'on appelle une forêt morte. Et quand tu rentres, c'est vrai que l'atmosphère est extrêmement particulière. Ça doit être pesant, ouais. Bon, on a dit qu'on parlerait de la France. Moi, exactement. On retourne à la France. C'est la Bretagne. Et j'aime beaucoup la forêt de Brocéliande. Oui. Donc, il y a pas mal aussi de contes et légendes. En France, est-ce que tu as des endroits, toi, à nous conseiller? Alors oui, il y en a dans absolument toutes les régions de France. Alors, ce que je peux conseiller pour ceux qui ont envie pour leurs prochaines vacances, tu les enverras sur notre chaîne YouTube. Ils regarderont dans la playlist les lieux qu'on a visités nous en direct avec Mariana, parce que dedans on donne toutes les informations. On donne les villes, les noms, comment y accéder, les endroits à faire, et il y a, je pense qu'on a peut-être 80 vidéos. C'était ton idée lorsque tu es revenu de Californie, c'était de faire ce parcours en fait, qui visait à redécouvrir un petit peu déjà nos beaux châteaux de France, mais pas que. En tout cas, les belles régions et toujours liées à des histoires. On en a fait beaucoup, hein. C'était vraiment magnifique. Comment tu as fait l'étape? Oh, je sais pas, mais on en a fait une centaine. En tout, on en a fait une centaine quand même. Ouais, une centaine. Beaucoup. La Bretagne, on l'a fait. On a fait ça, je crois, 5 ou 6 jours. Et la Bretagne, la Bretagne, c'est grand. On a fait que la partie basse de la Bretagne. Okay. Moi, j'aurais voulu aller jusqu'au Mont d'Arrée. J'aurais voulu aller jusqu'au Finistère, bien évidemment. On l'a pas fait parce que bon, après il y a tout un souci de logistique. Puis Mariana est tombée enceinte, même si elle a quand même continué jusqu'au bout. Tu vois, la forêt, quand je parle du Japon, elle était enceinte de 5 mois au milieu de la forêt et on s'est perdu. C'était le dernier voyage. Ouais, c'était rock'n'roll. Mais en France, tu as par exemple, on va prendre le sud de la France, c'est ta région, c'est la région à laquelle j'habite aussi. C'est une région magnifique. C'est une région superbe parce que, en fait, il y a des très beaux sites. Je pense, par exemple, au petit village de Lourmarin, qui a une légende templière. Donc, je vous invite à aller voir le village de jour. Mais si vous avez envie, peut-être, je sais pas, de frissonner un petit peu, je vous invite à aller voir le village la nuit. Parce que effectivement, on raconte la légende que certains soirs, on entendrait la charge des Templiers traverser le village. Et comme ça, des légendes, tu en as beaucoup. Après, elles ont certaines, tu sens que elles ont été rafistolées avec le temps, ou c'est pour faire venir un petit peu de monde. Et c'est pour répondre à ta question sur la Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne, mais la forêt de Brocéliande, j'ai trouvé, personnellement, j'y suis allé 2 fois, j'ai trouvé un peu commercial, ce que tu retrouves d'ailleurs aux États-Unis. Ah oui, ok. Ouais, tu retrouves. Il y a une partie commerciale dans le. Ouais. Il y a une partie commerciale. Okay. Alors, bon, ça n'enlève rien au charme. C'est un peu notre zone 51, tu vois. C'est un peu notre zone 51, exactement. Après, il y a comme ça des lieux. Après, vous pouvez me demander, moi, effectivement, en privé. Est-ce que des lieux comme ça, toi qui connais la Bretagne, donc la forêt de Brocéliande, etc., est-ce qu'il y a un petit peu plus d'apparition d'OVNI là-bas?
En Bretagne, Alors, plus d'observation dans des lieux comme ça qui sont aussi chargés historiquement. Est-ce qu'il y a un lien? Je vais être honnête. Je vais être honnête. Je ne pense pas. En tout cas, je ne l'ai pas observé ces 20 dernières années. Là où il y a des augmentations d'observation d'OVNI, c'est sur deux types de sites. Je te dirais de un, c'est les bases Centrales militaires nucléaires. Ouais. et les centrales nucléaires. Nucléaire, ok. Ouais. C'est pour ça que si vous êtes dans le sud, je vous invite à aller faire un tour. Là, je suis en train de rédiger pour mon prochain livre sur les ovnis. Je suis en train d'écrire un petit peu les mystères autour du plateau d'Albion, donc la fameuse base militaire du plateau d'Albion. Moi, j'y suis allé de nombreuses fois. J'ai eu quelques petits soucis avec les forces de l'ordre il y a quelques années. Parce que tu vois, bon, je vous dis, je vous incite absolument pas à faire ça. Hein, vous passez pas par-dessus les clôtures, ce genre de choses, mais nous, on a fait des reportages photos, ce genre de choses d'informatique. Donc, on avait franchi certaines lignes qu'on n'aurait pas dû. C'était il y a quelques années. Mais encore une fois, le site a été abandonné et une autre partie est en pleine activité. Alors, ceux qui sont en pleine activité, vous n'aurez absolument aucune possibilité de pouvoir vous échanger avec les militaires. C'est bien évidemment un complexe militaire. Mais cet endroit est globalement l'un des pôles d'observation de ces lumières, de ces objets. Et il y a la base de la DGSE d'ailleurs, qui est l'une des antennes de la DGSE en France, qui est au plateau d'Albion. Il y a le centre d'écoute des bas bruits. Il y a vraiment, c'est vraiment un endroit particulier. Et d'ailleurs, autour du plateau d'Albion, dans les 70 km, vous pouvez aller passer 4 jours, par exemple, avec votre femme ou tout seul, peu importe. Alors tout seul, encore une fois, vous faire attention, vous envoyez des textos avant de dire où vous allez, parce que faut pas oublier qu'on retourne en pleine nature. Tu sais, toi, tu as une partie survivaliste que tu abordes régulièrement. Ouais. Et nous l'avons perdu, c'est-à-dire que le contact avec la nature, moi, je suis pas un ultra randonneur ou ce genre de choses. J'aime bien, mais je n'ai jamais minimisé le danger de la nature. Tu vois, moi, quand j'ai commencé ça, j'avais 20 ans, je dormais avec mon sac de couchage dans des ruines. Et je mettais mon dictaphone, ma caméra, et je passais la nuit. Et donc, du coup, j'étais assez habitué à la dangerosité des chiens errants. Parce que je peux vous garantir que c'est le problème numéro un. C'est le problème numéro un. Les chiens errants. Se faire surprendre par un chien. Alors, la plupart des chiens sont adorables, mais les chiens extérieurs, c'est pas toujours le cas. Et il faut être très vigilant. Et il peut y avoir des chiens sauvages, il peut y avoir autre chose, serpents. Et ça, faut faire attention. Et puis après, il y a bien évidemment le vagabondage, tomber de malchance sur un site squatté. Ouais. En général, tu faisais comme ça quand tu étais jeune, donc tu partais tout seul. Oui, je l'ai fait pendant 3 ans, seul. J'avais ma bagnole, ma carte. Tu ne conseillais pas forcément. Moi, c'est le genre de truc que je ferais à deux, tu vois. Ouais, c'est ce que je suis d'accord. Faut se trouver un pote. On est d'accord. C'est pour ça que au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est dangereux. Et tu vois, de te faire tomber un pavé d'un morceau de ruine, pas très loin de toi, mais bon, c'est dangereux. Après, je vous conseille un livre, si vous avez envie, ça s'appelle Les lieux de l'au-delà. Alors, dans le livre, on le connaît absolument par cœur. Pour te dire, j'évoquerai ça à Mariana, qui est ma compagne, qui a été la documentaliste de RIP avec qui j'ai fait. Elle m'a dit, je n'en peux plus, je crois que je connais chaque chapitre par cœur, chaque endroit par cœur. Tellement ce livre, on l'a exploré. C'est le guide du routard. C'est comme le guide du routard. Exactement. Et nous, on a pioché, on a tout retourné. Alors, des fois, il y a du faux dans ce bouquin. Il y a des histoires qui ont été mises dans ce livre. Je ne sais pas quelles étaient les motivations de l'auteur. Il est décédé aujourd'hui, mais je ne sais pas quelles étaient ses motivations. Mais d'autres sont issus de procès-verbaux de gendarmerie, par exemple, notamment sur les fameuses autostoppeuses dans la région de Chambéry, par exemple, où on a cette fameuse route nationale. Donc, ce livre, je que vous le conseiller. Et puis, si t'es OK, je peux vous raconter l'histoire de l'abbaye de Mortemer. Parce que l'histoire de l'abbaye de Mortemer, Gilles, c'est une histoire fantastique. Elle est où, cette bien abbaye? Avant. Elle est alors, je sais jamais si c'est Picardie ou Oise. Vous passez Paris. Voilà. De toute façon, vous tapez abbaye de Mortemer, vous pouvez pas la rater. C'est un des lieux les plus connus dans le domaine des fantômes. Ah bon? Et cet endroit, avant d'avoir la possibilité d'y mener une enquête,
on a cette fameuse photo du fantôme de cette dame qui est décédée dans cette abbaye. Et on a un cliché où on voit une silhouette blanche. Ce cliché s'est vendu, je dirais, à des dizaines de milliers de francs parce qu'il a fait la une des journaux quand il a été pris. Il y a eu vraiment ça a été vraiment très fort. Un petit peu similaire, je ne sais pas si tu te souviens de l'émission Mystère, au château de Vos, oui. Qui est un château que je connais très bien, qui est pour moi mon lieu fétiche, mon lieu d'amour. Hein. Tu as fait une étape là-bas, ouais. Oh, j'y suis allé un nombre incalculable de fois, je le connais par cœur, et j'adore la propriétaire qui est anglaise et qui essaye tant bien que mal de faire survivre le château. On peut le visiter, on peut dormir dans le château? Non, on peut pas justement, parce que une tour s'est effondrée et parce qu'elle n'a pas le soutien de la DRAC, parce vu qu'elle peut pas faire de visite, elle peut pas faire rentrer un peu d'argent, donc du coup c'est tout un la vie de Châtelain, c'est vraiment très très loin du cliché jacobin parisien qui se dit oh les mecs ils sont dans les châteaux. Non. C'est souvent des gens qui investissent énormément, qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide pour préserver ce patrimoine. Exactement. Et qui passent tout leur argent, toute leur vie. C'est plus une passion en fait, c'est des gouffres. Hein. C'est des gouffres, hein, et puis nous on les a vus. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, bien évidemment. Oui, hein. Parce qu'il y en a qui organisent justement ces visites et puis voilà. Mais personne roule sur l'or. Moi, j'en connais un nombre certain et aucun ne roule sur l'or. C'est clair. Tout le monde s'en sort pas ou à peine. Voilà, de façon générale. Voilà, c'est de la débrouille, par la débrouille. Donc, cette abbaye de Mortemer, elle, par contre, ne rentre pas dans cette catégorie. L'abbaye de Mortemer s'en sort très bien. Pas uniquement à cause de la photo, bien évidemment, parce que le parc est bien entretenu, parce qu'ils ont des fonds de soutien, parce que c'est un très, très beau lieu que je vous invite à aller visiter. Bon. Et cette photo, il la laisse circuler. Ça nourrit la légende extraordinairement bien de l'abbaye. Et puis, moi, je fantasme comme un gamin, depuis des années, de me dire j'adorerais aller à l'abbaye de Mortemer et j'aimerais bien, j'ai envie d'aller me confronter à cette histoire, essayer de découvrir les ramifications de cette histoire. Bon. Et les années passant, on arrive à avoir la validation, l'acceptation de l'intendant et de la propriétaire pour qu'on vienne faire le documentaire avec le groupe Canal et Planète No Limites. Bon. Et puis, première journée, il y a toute la mise en place, la partie photo, la partie historique avec les documents qu'on a sur place, les ouvrages. Et puis, il y a à un moment donné, dans la découverte de certains ouvrages qu'on a sur place, avec la version de la propriétaire, on a des petits doutes sur l'assemblage de la réalité de la légende. On a un petit sentiment d'une construction commerciale. Ok. Bon, encore une fois, on n'a pas de preuves irréfutables, donc on n'a pas d'attaque. Nous, on reste la tête froide, on monte l'enquête et on donnera nos résultats. Bon. Première nuit d'enquête, et c'est véridique, hein, l'enquête, ça a été l'enquête, l'épisode qui a été le plus vu, qui nous a valu des articles dans de nombreux ouvrages. C'est ce qui nous a permis d'avoir la page Wikipédia, du sérieux de notre travail, parce que Wikipédia en France, c'est très compliqué. C'est pas Wikipédia dans d'autres pays où c'est plus souple. Exact. En France, pour avoir Wikipédia, c'est pas de blanche. C'est vraiment très compliqué. Et le travail de l'abbaye de Mortemer, est expliqué, montre en main, en 20 minutes. La nuit tombe. Le château commence à s'éclairer de nuit avec certaines de ses parois. Moi, j'ai mon appareil photo, mon pied. Donc moi, je suis pas photographe, mais ma spécialité, c'est la photo de nuit. Du fantôme. Et là, je sais que je suis, c'est un de mes domaines de compétences. Je sais comment ça fonctionne. J'ai commencé à l'argentique de nuit. Alors, quand tu fais de la photo de nuit, là, tu travailles en numérique maintenant. Alors, j'ai toujours numérique et argentique. Hein. Attention. Ah, ok. Hein. Et je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une notion intéressante. Okay. Et là, j'ai que mon numérique autour du cou. Je me pose, je sors le pied, je fais la mise au point avec un briquet plus loin avec un collègue, parce que c'était de nuit, donc tu vas faire une mise au point. Fixer, de nuit, c'est un travail très difficile. Et puis,
très rapidement, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas besoin de mise au point. Je prends ma première photo et j'ai instantanément le photo du fantôme. C'est-à-dire que j'ai exactement la photo qui a été mise dans la presse pendant presque 20 ans. Pour te donner une idée, c'est que l'une des façades des remparts est éclairée par un spot. Et ce spot, le rempart est très très grand, il fait plusieurs mètres, il fait probablement entre 3 et 5 mètres, je ne me souviens plus de la taille exacte. Et la façon dont éclaire le spot donne une forme. Et c'est cette forme-là de fantôme en fait. Sauf que avec les notions de distance, quand c'est pris dans un appareil, tu te rends pas compte que c'est sur un mur. Tu penses que c'est plutôt une taille d'1 mètre, 1,50 m. Ok. Donc c'était un phénomène physique. C'est la lumière du spot projetée sur le mur. Merde. Et moi, j'ai la mâchoire qui s'effondre. J'ai mon réalisateur à côté, Arnaud, qui me regarde, qui baisse son objet, sa caméra, il me regarde, il fait « Putain, Nico, on est dans la merde. » Parce que là, on est capable, comme ça, de détruire toute en fait, l'existence de cette photo et donc, du coup, indirectement, un petit peu la légende. Du moins, de glisser le doute de la réalité de la légende. Je comprends. Et nous, c'est pas l'objectif de faire du mal volontairement aux propriétaires, c'est jamais le cas. Nous, on essaye simplement de leur donner un dossier, de leur dire, bah voilà, ça peut s'expliquer par ça, ça, on n'a pas réussi à l'expliquer. Et puis alors là, c'est tellement gros que on se dit que, en fait, la photo a été entretenue pour entretenir le doute, la légende dans l'abbaye. Elle a été faite cette toute première photo. Tu penses que c'était intentionnel, que le photographe a compris aussi que c'était non, je ne pense pas. La photographe, de bonne foi. Je pense que c'était de bonne foi. Et elle a pris la photo lors d'une visite. Elle est partie. Et en fait, elle a découvert sa photo après, pas sur place. Parce que toi, tu avais déjà la photo en référence. Exactement. Tu étais sur site, quoi. Tu t'es mis. C'est pour ça que je reproche rien à celle qui a pris la photo. Je reproche plutôt la position de l'abbaye. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir. Il y a quelque chose de commercial pour eux. Ils attirent, ils en font un spectacle aussi. Il y a un spectacle autour de la Dame Blanche. Donc, je me dis, moi, en tant qu'enquêteur, je suis outré. Mais en tant qu'homme, je comprends pourquoi ils l'ont pas débunké. Ça attire des gens, ça attire du public du monde entier, des Américains, des Anglais, ça attire des Français aussi. Il y a quand même un fondement par rapport à cette histoire, en dehors de cette erreur au niveau de la photo. Ouais, alors la légende, en tout cas, on n'a pas pu démontrer que la légende était authentique. Ouais. Par contre, nous avons enregistré ce qu'on appelle donc un phénomène de voix électronique dans une sorte de c'est un cylindre, un grand cylindre de pierre où on y met, tu sais, le foin en réserve et on enregistre une sorte de voix qui s'apparente à une chantonnade plutôt masculine, qui est aussi, elle, dans des fréquences extrêmement basses, pas dans les fréquences de la voix humaine. Il restera une anomalie, mais intéressante. On essaiera de renouveler notre retour à l'abbaye de Mortemer, mais autant te dire que ça restera lettre morte suite à la position qu'on a pris officiellement dans le documentaire, où on explique que la photo est un faux. Et ça nous a valu quelques problématiques. On aurait pu avoir le procès parce qu'on a attaqué aussi un peu, on s'est pas caché, on a attaqué certaines personnes qui avaient couvert volontairement ce genre de choses. Donc, ça s'est bien terminé parce que il y a un encadrement. T'imagines bien que le groupe de télévision, le producteur, a fait en sorte qu'on n'en arrive pas jusque là. Mais nous n'avons pas dévié de notre position avec l'équipe RIP. La photo est une malversation, est un faux. Et en tout cas, voilà, ça nous a permis d'être pris au sérieux dans notre démarche et ça a joué énormément. Donc après, on a reçu beaucoup de témoignages, de téléphones, on dit « Oh, vous avez été sérieux, vous pouvez nous expliquer ça ?» Et bon. C'est une activité que tu continues encore aujourd'hui? Alors, moins parce que déjà ma vie est un petit peu différente. J'ai une petite fille, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour moi, et puis le temps que j'alloue essentiellement dans mon travail, donc c'est celui d'écrire pour le moment, de narrer ce que j'ai vécu, donc dans les différents livres qui arriveront dans les prochaines années. Mais je ne m'interdis pas d'y retourner. On l'a évoqué d'ailleurs avec Mariana, qu'on n'est pas du tout fermé à y retourner dans d'autres lieux, d'une autre façon, parce que les théories aussi avancent et non, bien évidemment,
c'est quelque chose que tu fais à vie. C'est quelque chose Ouais. que tu fais à vie. Il y a le même type aussi d'endroits. Je pense qu'on peut trouver une liste là où on peut observer le ciel, où on a plus de chances d'observer des phénomènes dans le ciel. Je pense Oui. plutôt Bien sûr, il y en a certains endroits de France, ou le plateau, Oui. ou le Larzac aussi. Il y a eu Ouais. pas mal de Bah, choses vers aussi. chez toi, pas proche, mais pas loin, il y a quand même le col de Vence, qui est un lieu étrange, qui a des anomalies. Ouais. C'est à côté de Nice, pour ceux qui Ok. ne connaissent Ouais, pas. ouais. Col de Vence, ouais. C'est près de Nice. Et Et- c'est assez étanche, cette affaire. Il y a le Parmelan en Haute-Savoie, à côté du lac d'Annecy. Et il y a le fameux triangle de la Burle, qui est plus ou moins l'Ardèche, à cheval avec les départements autour, qui est un grand triangle étrange qu'on a beaucoup fait avec Mariana en vidéo. Ok. Donc je vous invite encore à aller voir les vidéos, parce que dedans je donne les noms C'est- des villes avec Mariana. On donne les hôtels aussi, si vous voulez aller Ouais, passer là, la nuit, donc là, les tout ça, petits c'est sur motels. ta chaîne RIP, hein, qu'on mettra, Non. Ok. Ça c'est sur la chaîne Nico et Mariana. Nico et Mariana. Ok. Exactement. Oui, parce que la chaîne RIP, c'est les émissions que tu C'est as que les produites émissions. pour la télé. Exactement. Donc, ton road trip, c'est Nico et Mariana. On mettra le lien en dessous, Ouais. en descriptif. Et après, Et, voilà, ceux qui ont envie, vous me posez une question. Moi, on vous donnera les liens. Il y a des petits hôtels sympas, pas chers, très local, où on mange bien. Aussi. Alors, on mange bien, Tiens. mais voilà, c'est un peu ça aussi la France, quelque part. C'est un peu notre guide du routard. Voilà, sur le paranormal et l'ufologie en France. Et tu as aussi le Mont Ventoux. Alors, tu peux le faire en vélo, hein, le Mont Ventoux. Il est assez étrange quand même, ce Mont Ventoux. Ouais. Il n'y a pas du tout de végétation. Non, C'est qu'on vraiment, voit bien, et tu le vois d'ailleurs bien Oui. du plateau de Albion. Depuis le ouais. plateau d'Albion, donc le petit village s'appelle Saint-Christol d'Albion. Ouais. Il y a c'est un endroit particulier. C'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. Et là, c'est marrant parce que dans les commentaires, Alors. je vois certaines personnes qui me soutiennent depuis très longtemps, dont Lucie qui est là. Oui, qui je sont- vois que tu as des fans, parce que il y en a qui sont bien au courant, hein, il y en a un qui t'avait demandé si tu avais fait déjà des navires comme ça, ou Alors, des bateaux, non. mais bon, ça c'est Non, il y a des je n'ai pas eu expériences comme l'occasion. ça, sous l'eau, comme ça, Alors, je l'imagine. Je n'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais fait de trucs sous l'eau. Alors. Mais j'imagine que Oh. la physique, probablement. Je peux Alors, pas. il y a pas plus mal en de dire. choses qu'on n'a pas abordées, et c'est pour ça qu'on fera une suite à cet épisode. Il y a notamment un navire de guerre qui était réapparu plusieurs années après, avec des corps qui étaient encastrés dans la matière. Je sais pas si tu connais ce dossier. Opération Philadelphia D'accord. 1951. Voilà. Donc, on parlera de ces petites choses. Et moi, je voulais vous Ouais. raconter, mais t'as été trop bavard, mon ami. T'as monopolisé encore l'heure. Voilà. Je t'ai laissé. Tu vois, j'ai pas pu manger les pop-corn. J'ai même pas bu. Tu vois, moi qui est fier. Moi non je plus, voulais j'ai te écrit un verre raconter d'eau. la maison. Tu sais, j'ai vécu dans une maison très particulière. Donc, c'était dans le centre du Québec, en Mauricie. Et c'est une maison, en fait, qui fait l'objet d'un conte qui est très connu au Québec, de Fred Pellerin, et qui s'appelle L'Arracheuse de temps. Donc, c'est une maison, je raconterai donc l'histoire en détail la prochaine fois. Okay. Comme ça, je te prendrai un petit peu de temps de parole pour raconter cette histoire de cette maison où j'ai écrit Hit. Il est arrivé des choses juste extraordinaires. Pour te la faire courte, c'est une maison, en fait, qui a été construite par un richissime homme d'affaires de Montréal qui voulait se faire une petite garçonnière. Donc, il a fait une belle bâtisse tout en bois, début des années 1900, dans un tout petit village au bord d'un lac. Et cette maison, il a mis sa maîtresse, en fait, qui était une Amérindienne. Et cette maison, en fait, pour y arriver, tu avais un couloir comme ça, avec au milieu des arbres, qui faisait au moins 500 mètres. Donc, elle était vraiment cachée du village, tu vois. Et puis, on a rencontré par hasard, mais bon, le hasard n'existe pas. On est passé devant cette maison lorsqu'on cherchait quelque chose à louer, et on est devenu amis avec le propriétaire qui nous a loué, non pas la maison principale parce qu'elle était énorme, mais la petite maison du gardien juste à côté.
Et le conte, en fait, de c'est voilà, l'histoire, en fait, de cette maison, c'est que cette Amérindienne, donc début du 20e, hein, début des années 1900, début du 20e siècle, il y avait encore une certaine croyance par rapport à l'Église, tu vois, c'était le Québec, quand même. Le Québec, Oui. tu vois, la religion était très importante là-bas. Et du moment où elle est arrivée dans ce village, donc tout le monde l'a pris pour une sorcière, bien entendu, puisque, tiens-toi bien, elle faisait du cheval, elle était nue. On la voyait de l'autre côté du lac, tu vois. Donc, du moment où elle est arrivée, cette femme, personne n'allait la voir et tout. Et pendant toute la durée, en fait, de sa vie, dans cette maison, il n'y a plus eu de mort au village. Ok. C'est pour ça qu'on appelle l'arracheuse de temps. En fait, elle a tué la mort. Mais tu es la mort. Ok. Mais je te raconterai ce qui nous est arrivé réellement, nous, dans cette maison, parce qu'on est resté 2 ans. Donc, il y aura Valérie sûrement qui sera avec moi. Donc, on sera tous les deux à te conter cette histoire. Avec Tu vas plaisir, voir, on n'est ouais. pas très loin d'Étienne. Voilà. On n'est pas Ok. très loin d'Étienne. Eh ben, Voilà. je vous en Bien- garde bien. aussi d'autres pour la prochaine. Ok, on se fait parce fait que là, suite, j'en donc, ai, samedi prochain. D'accord? Ah, On se fait c'est la parti. suite samedi. Et puis, ce bateau-là de Philadelphia, il faut qu'on raconte l'histoire. C'est assez étrange. Ouais. Merci, les amis, Avec plaisir. de nous avoir suivis. Vous avez été toujours aussi nombreux. Merci beaucoup. Je vais pas oublier de télécharger donc cette émission et vous l'uploader donc sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, Nicolas. On se Merci, dit à Gilles. samedi prochain. Ça marche. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, mon ami. Ciao Gilles. Merci Salut. à vous. Salut, Ciao. les amis.